Pour moi, la séduction est à base d'attention à l'autre et en même temps de réserve et de mystère. C'est-à-dire, pour moi, une femme ou un homme est séduisant s'il a ou elle a une vraie présence, une vraie attention à l'autre et en même temps une espèce de réserve infinie qui fait qu'on a envie de s'approcher, qu'on a envie d'en savoir plus. C'est une façon d'être là et de ne pas être là en même temps, la séduction. Je crois qu'en fait, souvent, euh, on commence vraiment à aimer quand on cesse d'être amoureux. C'est-à-dire quand on passe de la passion à l'amour. Quand on passe de cette espèce d'emballement, de fièvre, euh, qui est bâti sur beaucoup d'illusions, puisque l'autre est dans une nébuleuse, à l'amour qui lui est toujours lucide, précis. Quand on aime y compris les défauts. Parce que l'amour est lucide et précis. Autrement, c'est pas de l'amour. Moi, dans ma vie, j'ai connu la passion et j'ai connu l'amour. Heureusement, parce que j'aurais pu connaître que la passion et recommencer tout le temps dans la passion, et puis la passion, et puis la passion. C'est-à-dire vivre tout le temps la même chose en croyant vivre des choses différentes. Parce que vivre des passions, c'est vivre toujours la même chose, mais avec des supports différents. Mais au fond, c'est toujours vivre la même chose. Donc vivre l'amour, c'est-à-dire une relation de préférence lucide, aiguë, sensible, c'est une chose merveilleuse parce que c'est jamais pareil. Ça, c'est la grande aventure. Je crois vraiment qu'un véritable amour, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire où on accepte que l'autre soit heureux sans nous. C'est l'amour généralement de la mère ou du père. On arrive dans la maternité et la paternité à ce haut degré de l'amour. Et c'est une chose merveilleuse que d'y arriver. Quelle infirmité pour un père ou une mère de ne pas arriver à ce degré-là d'amour. C'est une chose beaucoup plus difficile dans la vie amoureuse parce que aimer, c'est privilégier quelqu'un par rapport aux autres et donc on voudrait être privilégié en retour. Mais je crois que quand on a véritablement confiance dans l'autre, eh bien, on se dit que ce que l'autre vivra en dehors de nous, de toute façon, ça ne sera pas ce qu'il vivra avec nous. Ce sera autre chose. Moi, je déteste le sentiment de jalousie. Je l'éprouve. Même très fort, parfois. Mais je ne le cultive pas. Je le chasse. Car je me dis que c'est infantile, c'est sommaire, c'est faux. C'est nourri par un manque de confiance que je pourrais avoir en moi, parfois. Et parce que, voilà, si on a une relation unique, essentielle avec l'autre, ce que vivra l'autre en dehors de nous ne ressemblera de toute façon jamais à ce que l'autre vit avec nous. Il faut avoir confiance en ça. Je ne suis pas persuadé que ce soit dans le moment présent qu'on vit les choses le plus intensément. Parce que quand on vit les choses, parfois on n'en profite pas, on n'en tire pas tout le jus, on n'en tire pas tout le sucre. Et c'est vrai que c'est parfois, quand on mâche les choses dans le souvenir, quand on se les rappelle, quand on se les repasse, c'est-à-dire dans l'imaginaire, que parfois les événements prennent leur vrai poids. C'est pas toujours au moment où ils se vivent. Je trouve qu'on écrit bien sur Paris quand on est à Berlin, et on écrit bien sur Berlin quand on est à Paris. On écrit bien sur l'amour après avoir aimé, pas forcément pendant. C'est merveilleux de vivre des choses, mais quand on vit les choses, on est comme un sucre qui fond dans l'eau. Et puis, après, il y a la remémoration de ces choses, la réflexion sur ces choses, la poétisation de ces choses, la mise en métaphore de ces choses, la communication de ces choses à sa mémoire ou à la mémoire des autres par la parole. Et ça, c'est précieux aussi. Ce qui me fascine dans l'autre, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, d'amour, je dirais, c'est sa liberté, sa capacité de me cacher quelque chose, de penser autre chose que ce que je pense dans une même situation, d'interpréter les choses différemment. Évidemment, quand j'étais jeune, je croyais par exemple qu'aimer, c'était connaître et posséder. Ce que m'a appris l'expérience de la vie amoureuse, c'est qu'aimer, ce n'est ni connaître,
Ni posséder, on ne possède jamais d'abord, et on ne connaît jamais non plus. Parce que l'autre reste indéchiffrable puisqu'il est libre. Si l'autre est déchiffrable, c'est qu'il n'est pas intéressant. Et quand l'autre est indéchiffrable, c'est qu'il est libre et riche. L'ego, il est plastique, il est mobile, il n'a pas de forme. La vie lui donne une forme, parce que notre éducation lui donne une forme, notre tempérament donne une forme, et après notre histoire donne une forme. Mais si on est prisonnier des formes que la nature, notre histoire et le conditionnement nous donnent, on n'est pas très intéressant. On découvre vite la plasticité infinie de l'ego parce qu'on se rend compte qu'on est contradictoire, qu'on est ambigu, parce qu'on se rend compte qu'on adore, par exemple, lire. Parce que qu'est-ce que c'est lire? C'est devenir l'autre. Le temps de l'histoire qu'on lit. On adore aller au théâtre, on adore aller au cinéma pour devenir tous les autres qu'on n'a pas le temps d'être. On découvre sa plasticité. Alors, c'est souvent une plasticité virtuelle, puisque c'est à travers l'imaginaire et les arts qu'on vit cette multiplicité des êtres que nous ne sommes pas, mais que nous pourrions être. Mais je crois que tout le monde découvre cette espèce de plasticité profonde. On est de la glaise. On est de la glaise au départ. Et la vie donne des formes à la glaise, mais c'est jamais définitif, la glaise. Puis si on sait trouver de l'eau, on donne d'autres formes à cette glaise. Moi, les épreuves qui m'ont le plus appris, ça a été la mort des autres. La perte. La perte. Souvent précédée par des agonies lentes. Donc, j'ai connu ce que c'est d'accompagner des êtres qu'on aime dans la maladie, à l'hôpital. Et ça m'a appris d'abord à essayer de dire mes sentiments, parce que j'étais un infirme de l'expression de mes sentiments. Ça m'a appris aussi la fantaisie. C'est-à-dire que par exemple, quand on doit aller dans un hôpital tous les jours, eh bien, il faut faire preuve d'imagination. Il faut se transformer en Scheherazade. Il faut être capable d'intéresser, d'amuser, etc., etc. On retrouve ça dans mes livres. Il y a souvent des situations très graves et des personnages qui savent occuper ces situations très graves, qui trouvent des histoires, qui racontent des choses, qui font rire, alors qu'on n'a pas envie de rire. Voilà ce que m'a appris. Le poids du rire aussi. Et l'importance du rire, je l'ai appris dans des conditions dramatiques. Et puis après, comme tout homme, j'ai connu d'autres épreuves. Les difficultés amoureuses qui vous apprennent à vous connaître, à connaître l'autre, à connaître ses névroses, à essayer de les éviter ou de les résoudre. Parfois l'échec professionnel, on apprend surtout de ses échecs, on n'apprend pas tellement de ses réussites. Et puis la maladie qu'on peut parfois éprouver soi-même, c'est une chose qui vous fait valoriser la vie, parce que on est injuste avec notre corps, on ne le félicite pas quand il est en pleine forme, on ne s'en plaint que lorsqu'il fonctionne moins bien. Voilà. Je crois vraiment qu'on n'apprend que des épreuves et que des difficultés.